Jean-François Culafros, 1968, c'est l'année de vos 20 ans. Quels événements vous ont marqué? Alors c'est sûr, quand on vit mai-juin 68, qui s'est déroulé il y a 50 ans, l'année de ses 20 ans, ça peut marquer. Moi je vois, il y a plein d'événements, mais j'en vois au moins 3 ou 4. Le premier, c'est la grande manif du 13 mai, à laquelle j'ai participé avec mes copains de la bande de Zéta. Nous étions 7 ou 8. Ils étaient tous, moi j'étais à l'école normale d'instituteur, je terminais mes études. Eux étaient en train de terminer leurs études dans des lycées techniques, leurs études d'ingénieur ou de technicien supérieur. Et donc nous y étions. Donc je vois ce pont de la Guillotière Archicombe. Je vois ensuite, après le défilé, je ne sais pas si on est passé par la rue de la République, enfin, quel a été le cheminement, mais je revois après la place des terreaux que je n'avais jamais vue aussi noire de monde. J'avais eu l'occasion d'aller à la place des terreaux avec mon père lors d'un voyage du général de Gaulle. On était au premier rang, mais là, il y avait vraiment un monde beaucoup plus important. Ça, je peux le suivre et j'ai des éléments de comparaison. Et puis, autre moment aussi, c'était la soirée du 24 mai. Ce jour-là, nous sortions d'une réunion de notre équipe de jeunesse ouvrière chrétienne à la paroisse Saint-Jean des États-Unis, dans le 8e arrondissement. Et avec deux amis, de Jean-Pierre d'ailleurs, nous avons ouvert la radio en sortant et entendu que, alors je ne sais pas si c'est sur RTL ou Europe d'ailleurs, que ça se battait du côté du pont de la Guillotière. Alors là, on y est allé, non pas pour la castagne, mais on y est allé parce qu'on voulait être vraiment dans le mouvement. On a été coursé par les CRS, bien sûr. On est revenu avec quelques morceaux de grenades lacrymogènes en âme de nos parents. On ne savait pas à ce moment-là ce qui s'était, l'incident tragique qui s'était passé, en particulier la mort tout à fait accidentelle et non pas provoquée du commissaire Lacroix, qui d'ailleurs n'était pas en service. Ça, c'est vraiment deux événements. Puis après ça, il y en a d'autres un peu plus de mon parcours personnel. Le premier, c'est effectivement euh, vers début juin, où j'emmène à l'union départementale de la CFDT, 12 rue Saint-Polycarpe, deux de mes amis assez chers, avec qui je ferai tout un parcours de chansons ensuite, et qui ont adhéré à la CFDT. Moi j'étais à la CFDT depuis 1966, depuis 2 ans donc, et ils nous ont rejoints. Ça, j'ai ressenti quelque chose de fort. De même d'ailleurs que lorsque j'ai pénétré pour la frapper pour la première fois très timidement à une porte d'une salle de réunion du deuxième étage, je crois, de la Bourse du Travail, où était réuni tout un aéropage. C'était le conseil syndical du syndicat général de l'éducation nationale, CFDT premier degré, et auquel j'ai rendu compte un petit peu de ce qui se passait à l'école normale. Et puis ensuite, eh bien, à la rentrée, ils m'ont accueilli et j'ai fait tout mon chemin syndical avec eux. En mai-juin, vous terminez votre formation à l'école normale d'instituteur de Lyon. Quels souvenirs gardez-vous de ces 2 mois? Alors c'est vrai que c'est 2 mois qui sont importants parce qu'on venait de terminer nos stages d'application qui duraient un trimestre. Moi je l'avais fait dans l'école où j'avais moi-même été élève, dans mon quartier. Et on entrait à l'école normale pour bachoter en quelque sorte, pour préparer l'examen final qui avait lieu en juin et qui nous donnait, selon le rang de sortie, la possibilité d'avoir tel ou tel poste d'instituteur dans le département du Rhône. Dès que le mouvement s'est mis en route, je ne sais ni quel jour ni comment, mais nous nous sommes retrouvés, garçons et filles, des deux écoles normales d'instituteurs, qui étaient à ce moment-là situées, l'une place en Seine, c'était les garçons, l'autre un peu plus loin, à Boulevard de la Croix-Rousse, qui ne se rencontraient jamais, à part à l'aumônerie catholique d'ailleurs, et qui là, eh bien, ont travaillé ensemble. Et vraiment, j'ai un souvenir assez exceptionnel. Après avoir été élu coprésident et coprésidente du comité de grève, mon amie Bernadette Perrault, qui était militante de la jeunesse étudiante chrétienne, et moi-même militant de la JOC d'ailleurs, nous avons eu à présider une assemblée, la première, et là, le directeur, Monsieur Chanel, et la directrice ont voulu prendre la parole, et nous les en avons empêchés, en disant que c'était là l'assemblée souveraine des étudiants. Peut-être après, je l'ai un peu regretté, mais je crois que c'était une façon de manifester que c'était nous qui avons les affaires en main. Suite à ça, nous avons beaucoup travaillé avec les enseignants. Alors, je veux dire que l'école normale n'était pas déserte, mais il y avait beaucoup moins de monde. Il faut dire qu'à ce moment-là, sur ma promotion d'une trentaine d'élèves maîtres, beaucoup venaient d'autres départements, certains même d'ailleurs assez éloignés, de l'Allier, du sud de la Drôme, etc. Et donc, nous nous sommes retrouvés quand même à quelques-uns pour travailler avec les enseignants, les professeurs, sur le système éducatif et comment nous pouvions le refonder.
Et on est parti en fait de ce qu'il nous avait enseigné, c'est-à-dire qu'on avait eu l'occasion d'apprendre le plan Langevin-Vallon, élaboré à la Libération. On avait découvert les méthodes d'éducation nouvelle, en particulier de Célestin Freinet. Et là, eh ben, nous avons repensé une éducation de la maternelle à l'université. Et d'ailleurs, ça a porté des fruits parce que, indépendamment de toute décision d'éducation nationale, que ce soit d'ailleurs au plan national ou même au plan académique, nous avons tenu dès la rentrée suivante, à raison d'un jeudi par mois, et ça a dû durer 2-3 ans, des réunions où nous nous retrouvions 20-25 et où nous partagions la façon dont nous travaillons dans nos classes et ce qu'on pouvait améliorer. Et puis, dernier événement dont je me souviens, qui est aussi un événement collectif, c'est lorsque je me suis rendu à l'université de Tours. On y était allé en voiture, donc les deux coprésidents et puis les deux enseignants qui étaient avec nous, dont Jean Bessalel. Et là, on a pu prendre la parole, participer au débat. Moi, j'ai eu la chance de retrouver des enseignants que je connaissais du SGEN CFDT, comme Jacques Georges, qui était à l'équipe nationale et que j'avais rencontré entre 66 et 68. Et puis, autre chose, en partant, ou en arrivant, je ne sais pas, on a découvert un écriteau avec la mention «Il est interdit d'interdire». Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui effectivement nous a marqué pour la suite, surtout pour nous qui étions pour une pédagogie non directive. Depuis votre retraite de journaliste, vous avez lancé en 2013 une recherche sur la mémoire de la CFDT de 1968 à 2018. Qu'est-ce que vous a appris ce travail militant? Alors, avant de dire ce que m'a appris ce travail militant, je dirais que ce n'est pas un travail individuel. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine de militantes et de militants qui travaillent depuis 5 ans à raison d'une réunion par mois, qui vont aux archives, qui cherchent dans les soupentes, qui interviewent, qui filment des collègues parce qu'il nous a pensé qu'il était important que cette mémoire de ces 50 dernières années ne se perde pas alors qu'un certain nombre approchaient du terme de leur vie. Donc ça a été vraiment un travail très très important et qui s'achemine vers un centre d'archivage de la mémoire et ensuite un dépôt aux archives publiques, qu'elles soient départementales, voire même peut-être à l'INA ou à la Bibliothèque nationale de France. Et puis, il y a eu, pour donner du sel à cette recherche, et puis donner aussi vraiment une dimension universitaire, puisqu'on l'avait lancé avec des universitaires, Bruno Milly et Sophie Bérou, et Paul Bacot, nous avons continué dans cet esprit-là. Donc, une fois par an, en 2013 à Sciences Po, en 2014 à l'École normale supérieure, en 2015 au Centre Max Weber, en 2016 aux archives départementales, nous avons tenu des colloques où alternaient les contributions de militantes et de militants et d'universitaires qui faisaient part de leurs recherches. Et le dernier moment très important que nous avons vécu, l'aboutissement en quelque sorte, c'était les 21 et 22 mars, date choisie d'ailleurs à dessein, dernier, où à l'Université de Lyon, avec l'ensemble de ces universités que j'ai citées, donc Université Lyon 2, Lyon 3, Laboratoire Triangle, Laboratoire Lara, le Centre Max Weber, Sciences Po, nous avons tenu un colloque avec une quarantaine d'intervenants, et ce colloque d'ailleurs donne lieu à un livre Transformer le travail, transformer la société, du socialisme autogestionnaire ou des luttes autogestionnaires au réformisme, et ce livre paraît mi-mai, à la Chronique sociale à Lyon. Et il est accompagné d'ailleurs d'un DVD pour ceux qui ont souscrit. Et ce DVD rassemble 3 films qui ont été tournés par la CFDT, l'un à l'hôpital Georges Gourmont en 1976, l'autre par la CFDT du Rhône en 1983 sur les questions d'emploi. Et puis le dernier est important, il a été tourné à l'été 2017 et il rassemble une partie des mémoires du grand dirigeant syndical qui a été Louis Vianney. Bien sûr, nous sommes un groupe CFDT, mais il nous semblait important que la CGT soit aussi présente dans cette recherche. Alors, pour en revenir à la question initiale, qu'est-ce que ça vous a apporté? Je crois que regarder le passé permet d'abord d'éclairer ce qui se passe aujourd'hui. On voit bien que dans ce printemps 2018, on est en une période intense de lutte, de manifestation, quel que soit le jugement qu'on porte dessus. Ensuite, je pense que ça peut éclairer demain, pour les militants, qu'ils soient d'ailleurs salariés ou retraités, parce qu'ils sont toujours actifs dans le syndicalisme. Et puis, ça nous apprend quand même que notre travail syndical s'inscrit dans un temps long.
Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, évoquait à propos de la loi El Khomri, pour expliquer pourquoi la CFDT avait des arguments pour, mais aussi des arguments contre, que, en fait, la proximité, la capacité pour les salariés de s'exprimer sur leur vie de travail remontait très loin, bien sûr, dans l'histoire du mouvement ouvrier depuis le 19e siècle, mais pour nous, dans la période récente, par exemple, aux intuitions que la CFDT a mis en avant avec l'autogestion. Donc on voit que ça s'inscrit sur un temps long, qu'il y a des avancées, qu'il y a des reculs, et puis aussi que le mouvement est fait à la fois d'histoires collectives et d'histoires personnelles qui s'entremêlent, mais que les unes et les autres sont tout aussi importantes pour contribuer, je pense, à ce qu'on recherche les uns les autres, c'est-à-dire à ce que l'homme et la femme vivent mieux dans un monde plus harmonieux, plus juste, plus équitable et avec moins de disparités.